Okay, looks like we're live. Simon, did you want to get us started? Commençons. Bienvenue au webinaire sur la réponse des communautés autochtones au COVID et des Welling House et l'AMCA avec le nouveau centre de coordination. C'est Dylan et mes connexions. C'est la place que c'est au Wakelawana et je suis le directeur général du centre de coordination. Il y a de l'interprétation française. Vous pouvez l'accéder en cliquant sur l'icône qui est marquée Interpretation sur le bas d'écran, interprétation. Bonjour Robert, l'interprète. Et vous sentez-vous à l'aise de communiquer avec les panélistes ou les autres participants? Je pense que les gens commencent à se familiariser avec la technologie. Il y a souvent des coquilles des fois, mais on passe à travers. Je peux demander aux panélistes, vous pouvez utiliser la fonction questions et réponses. Comme ça, on va prendre note. Donc, on va aller jusqu'à 8h15. L'heure de l'Est, 6h15 ici. Et les participants peuvent continuer à rester connectés. Oui, on l'a étendu. Avec, si vous devez partir avant la fin, sentez-vous à l'aise. Donc, voici nos deux conférenciers. Il y a Laurie Bouvier, un métis du Manitoba qui est formée comme infirmière aussi. Elle est passionnée, elle est une défenseur des enjeux autochtones et elle est directeur travaillé pour les centres d'amitié de Saskatchewan. Elle travaille fort pour que les Autochtones et les Métis soient représentés. Elle est sur l'initiative du logement et sur les comités du mouvement du centre pour s'assurer que ces voix des Autochtones en milieu urbain soient entendues pour les gens qui vivent. Elle a 5 filles aussi avec son mari. Elle a beaucoup de connexions. Elle passe beaucoup de temps avec sa famille, beaucoup d'activités sur des pistes de skidoo. Janet Smiley est membre de la Nation métisse de l'Ontario avec des racines en Saskatchewan. Elle est praticienne familiale aussi. Elle a travaillé comme chercheuse aussi pour le Centre de sciences pour la santé. Elle mener une initiative de santé pour les enfants autochtones. Dans la santé à l'Université de Toronto aussi, elle a étudié. Et aussi, la pratique clinique, elle est concentrée sur les iniquités qui mettent les Autochtones au défi. Elle a beaucoup de savoir et de connaissances. Elle a 6 enfants, dont des jumeaux et 8 petits-enfants. Je ne la crois pas. Tu es trop jeune. Non, non il y en a juste 3, pas 8. Okay. Non, non, vous pouvez fixer ça comme un but. Le Coteau, bienvenue. Et on n'a pas changé l'ordre au début et maintenant c'est Laurie qui va commencer. Merci Simon. Merci pour cette belle introduction.
On attend nos petits-enfants. Donc, Janet, je t'entends. Merci pour l'invitation à cette conversation très importante. Pour vous donner un peu de contexte, les autres centres autochtones de Saskatchewan incluent 10 centres qui font partie de notre PTA, qui fournissent des services et des programmes à leur communauté, qui sont souvent au cœur de la communauté pour s'assurer que nous avons un espace ouvert pour offrir des programmes d'où on peut offrir des services et des programmes. Et quand on commence la conversation d'aujourd'hui, au mois de mars 2020, les centres d'amitié ont commencé à se mobiliser autour des besoins émergents aussi. À cause de la COVID-19, la pandémie mondiale a polarisé les exigences en termes de services pour les Autochtones. Donc, ce qu'on a essayé de faire, on a pris les derniers 8, on a pris les consultations qu'on a fait depuis 18 mois pour collecter des informations au niveau communautaire. Et on a eu des études de faisabilité faites sur l'infrastructure. Nous avons adopté des plans communautaires pour s'assurer que les besoins communautaires, on répond à ces besoins aussi. On a identifié les lacunes aussi en assurant que quand on réfère à notre c'est le cadre de travail pour les femmes autochtones de la Saskatchewan. On a eu une analyse basée sur le genre aussi, sexe, en identifiant les barrières ou les obstacles qui se présentent aux femmes aussi, aux membres de l'LGBTQ aussi, et aussi pour avoir de l'accès aux services. En utilisant toutes ces ressources, nous avons pu nous adapter aux besoins actuels de la COVID et comment la COVID a impacté tout ce qui touche au centre de métier, les constats. S'il y avait besoin de l'infrastructure, de la technologie, de l'information, l'adaptation aux programmes et aux services, l'impact de ne pas pouvoir autofinancer certaines initiatives au niveau des centres d'amitié. On ne pouvait pas tenir des bingos ou d'autres activités de levée de fonds. Donc, on a analysé les impacts financiers. Ce que nous avons pu faire, on a eu un sondage en 3 volets que nous avons envoyé à nos centres d'amitié juste pour s'assurer que nous gardons nos droits sur le pouls, les besoins des communautés pour développer les, les questions de durabilité post-COVID. Les gens sont préoccupés par l'état actuel de la COVID et nous, on se concentre sur l'impact post-COVID aussi, ce qui va arriver quand on passe à la prochaine étape. Un élément qui est intéressant pour ces sondages, quand la COVID a frappé et les premiers sondages sont sortis au mois de mai, tout le monde avait des préoccupations de sécurité personnelle. Ils voulaient avoir des PPE, de la sécurité alimentaire. Ils voulaient avoir un endroit sécuritaire où ils pouvaient recevoir des services et des programmes. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec le dernier, en octobre, ça a changé. C'était plus une c'était plus une question d'instabilité économique. Les gens avaient peur de perdre leur emploi, de perdre leurs revenus, de ne pas avoir accès à avoir assez de revenus pour les soutenir et soutenir leur famille. C'est un élément vraiment important dans notre positionnement post-COVID. Oui, c'est facile maintenant d'avoir recevoir des bénéfices. Oui, le papier toilette, oui, est disponible maintenant, mais il faut s'assurer que nous gardons nos emplois à long terme. Donc, cela étant dit, quand il nous approche, le fédéral nous a approchés pour obtenir du financement de soutien pendant la COVID. Il faut s'assurer que quand nous faisons cela, qu'on utilise un modèle différent
qui n'a pas de problème de compétence. Si on a une approche basée sur la distinction, il faut faire attention que ces approches pour la prestation des services, surtout pendant une pandémie, il faut que ce ne soit pas trop fragmenté. Ça prend une identification, que vous soyez métis, Inuit des Premières Nations, et aussi votre résidence. Est-ce que vous venez de la province, de la municipalité aussi, le territoire? Il faut voir comment les gens vont se genrer aussi, comment ils s'identifient. On sait que la sécurité est une grande préoccupation et on essaie de suivre de près pour adapter nos politiques que nous développons dans la province pour travailler avec nos partenaires et nos parties prenantes. Voici quelques éléments ou des projets, des initiatives que nous avons en Saskatchewan. Il y a la collecte de données aussi. Nous avons de l'expertise que nous pouvons vous offrir. Janet, on a parlé de nos capacités et nous avons accès aux données. Et si on l'utilise bien, si c'est bien conçu, nous pouvons augmenter le volume de collecte de données qui qui couvre toute la vision, la perspective urbaine, surtout quand on parle des Autochtones en milieu urbain. C'est quelque chose que je pourrais offrir à tous les preneurs de décision. Ça sert à renforcer le travail que nous faisons à l'interne pour s'assurer que notre association nationale ait les informations dont ils ont besoin. Une chose à fêter maintenant, c'est que nous avons un réseau de personnes incroyables qui travaillent dans les centres d'amitié et dans le mouvement. On n'a pas pu se rendre à notre étape actuelle tout seul. Nous avons toute une gamme de partenaires fédéraux, provinciaux, territoriaux qui nous ont aidés à passer à travers la crise. On a juste besoin d'un peu plus de soutien quand on commence à parler de la durabilité de la période post-COVID. Donc, ça résume le travail que nous faisons en quelques minutes. Merci beaucoup, Laurie. Tu as mentionné les données et les données faites par toute la recherche. Et les données, on a parlé des grandes données. On commence à parler de la souveraineté des données chez les Autochtones. Donc, sont les deux niveaux de souveraineté, de sécurité que vous voyez dans votre travail quand on parle de la gestion des données. À l'interne, j'apprécie la souveraineté ici parce que les informations que nous connectons, il faut s'assurer que ces informations restent sécuritaires et que ça ne se trouve pas dans un endroit où les gens pourront l'utiliser de façon inappropriée. Donc, quand on collecte nos données, on s'assure qu'il y a un espace pour le recevoir. Et quand on fait la collecte de données, le sujet, ce n'est pas juste les programmes. Ce qu'on recherche, en fait, c'est de chercher les impacts. Il y a combien de femmes qui en ont accès? Il y a combien de programmes qu'on offre aussi? Il y a combien de programmes qu'on offre qui pourront aider avec d'autres décisions basées sur les politiques. Donc, les données que nous collectons peuvent être arrondies sur un autre espace pour aider à, à connecter sur une perspective urbaine au lieu d'avoir juste une approche basée sur la distinction qui pourrait avoir un problème ou un malentendu de compétences qui n'est pas concentré sur la perspective urbaine. Souvent, on parle du milieu urbain, il y a une dichotomie et on le sépare du rural. Mais quels sont les liens en Saskatchewan? Le docteur Smiley aussi, je suis certain qu'elle va continuer à en parler. Il n'y a pas vraiment une dichotomie entre la ville et le rural. Donc, comment est-ce qu'on fait comprendre au gouvernement
et des chercheurs non autochtones, les gens, on se connaît, on regarde des façons de collaborer. Donc, quelles sont les façons différentes qu'on peut travailler ici en Saskatchewan et ailleurs dans le pays pour briser ces mythes et ces mauvaises conceptions que les gens ont sur nous. Je veux analyser que l'espace urbain a un écosystème qui y habite. Il faut comprendre que la perspective urbaine qui est appliquée des zones de politique, des fois, ne va pas. L'inclure pour les gens en milieu urbain, on est tous les mêmes gens, mais quand on fait la collecte de données pour la formulation des politiques, si on ne l'inclut pas pour la section urbaine, c'est dans l'approche basée sur la distinction et c'est hors réserve, sous réserve, on manque la perspective urbaine. Quand la plupart des gens au Canada vivent en milieu urbain, 85%, et il peut y avoir un grand écart où les gens ne sont pas bien comptés. Et vous avez parlé de vos des préoccupations croissantes pour la pauvreté. Et il y avait après un tremblement de terre en Chili, aux années 70, les gens ont parlé du tremblement de terre et après il y avait le désastre. C'est la reconstruction s'est passée dans un processus très corrompu. Les gens, on n'avait pas de choix. Si vous n'acceptiez pas les conditions, ça allait pire. Et quand on parle de deuxième vague, troisième vague, on ne sait pas combien de temps que ça va s'étirer. Et il va y avoir des grandes préoccupations économiques. Est-ce que ça va mettre des communautés autochtones dans un pire endroit ou dans un pire niveau où ils ont été en 2019? Je ne pense pas que les gens ont vraiment fait une analyse du post-COVID aussi. Oui, je voulais parler au nom des gens qui sont dans cet espace parce que je n'en suis pas conscient, mais je sais que ça a été identifié par notre sondage et ça m'a surpris. Et je suis vraiment basé sur le système, dans mon travail d'infirmière, parce que vous avez des codes, il faut s'assurer que vous appliquez toutes les étapes. Donc, quand j'applique cette théorie, dans toute ma façon d'être, je suis déjà post-COVID. Donc, il faut j'essaie de monter nos environnements de la meilleure façon que je peux le faire. Et c'est incertain et ça fait peur un peu parce que je ne sais pas où ça se trouve maintenant pour l'instant. Et les gens à travers le pays, les personnes autochtones ont souvent été plus mobiles. Ils cherchent l'emploi et où le travail se trouve. Est-ce que la migration pourrait s'augmenter après la COVID? C'est dit, si je vais dans une pandémie, j'aimerais plutôt être à cet endroit ou dans cette juridiction ou cette place. Est-ce que ça va faire plus de migration ou est-ce que les gens vont plus rester où ils sont? J'ai juste des opinions personnelles et je ne peux pas vraiment puiser sur les recherches que nous avons faites. La seule chose que je peux identifier rapidement, quand on commence à regarder des programmes et des services qui sont offerts à des centres d'amitié, il y a eu un virage dans ce qui s'offre. Donc, si je le regardais par une perspective d'avoir peur pour ma viabilité économique, pour agir et assurer que nous avons des espaces disponibles pour assurer que la technologie soit bien administrée. La technologie sera notre façon de faire. Et ça fait peur. Il y a des centres qui avaient peur de prendre ce chemin ou cette option et ils n'en ont pas pensé. Donc, comment fournir
soutenir votre famille et comment accéder aux services. Je sais que les rendez-vous médicaux ont été toutes faits à distance, par vidéo. Désolé, il y a un insecte dans, dans, dans mon bureau. Je ne veux pas qu'on fasse un mime de moi comme avec Mike Pence. Je vais l'éviter à tout prix. Donc, oui. Alors, euh, donc, ça prend un virage pour aller vers la technologie, mais je n'ai pas de réponse parce que je ne le sais pas. Mais tu as mentionné la technologie. On jasait plus tôt aujourd'hui. La technologie, c'est une présomption pour tous les étudiants avec les téléphones. Tu sais. On voit des différences générationnelles aussi avec la technologie. Est-ce que les aînés se sentent à l'aise sur Zoom ou les enfants aussi? Qu'est-ce qui se passe dans les communautés avec cette nouvelle technologie? Beaucoup des communautés n'ont pas accepté qu'il faut aller sur le niveau virtuel. Quand on connaît la connectivité et avec la culture autochtone, on est basé sur la famille, on est des gens sociaux. Quand, quand on visite quelqu'un par Zoom, ce n'est pas pareil. Oui, il y avait un élément de nouveauté. C'est comme, oh, c'est bien, je ne devrais plus quitter mon bureau pour une autre réunion. Dans les 8 mois que j'ai passé, j'ai passé à une autre étape. J'ai besoin de cette interaction humaine. Donc, ce qui se passe dans les centres, c'est qu'ils ont besoin de cette interaction humaine. Et quand on parle de la communauté vulnérable et du secteur vulnérable, ils n'ont pas accès à la bonne technologie pour, les services, avoir les services dont ils ont besoin. Donc, tous les centres ont dû réduire leur le service. Les seuls qui n'ont pas fermé sont ceux qui offraient des services aux sans-abri. Donc, quand tous les autres centres se fermaient, il y a les centres d'amitié étaient les seuls qui restaient ouverts dans leur communauté dans quelques instants. Donc, c'est déjà donc les cas pareils se sont augmentés. Et aussi, la bande passante était une question. Il y a beaucoup de communautés nordiques qui n'ont pas assez de bande passante pour offrir leurs services sur la technologie. Quand on parle des coûts associés avec le COVID, la matrice d'allocation de financement, il faut s'assurer que la technologie est un très grand facteur quand on parle de comment nous pouvons soutenir les centres d'amitié. Nous avons quelques relations clés avec de grands organismes qui nous ont offert des tablettes aussi à des prix réduits aussi. Il y a l'ANCA qui a accepté de réduire ou de soutenir une partie du coût, nous aussi, juste pour s'assurer que l'impact économique ne soit pas absorbé entièrement par les centres. On commence, mais on a un peu de résistance avec le besoin et l'exigence d'aller sur le plan virtuel. Et je m'ennuie des aéroports aussi et de la bouffe dans les avions. Non, non, c'est juste des farces. Ça ne me manque pas. Donc maintenant, je passe la parole à Janet. Merci beaucoup, Laurie. Vas-y. C'est très bien d'être ici sur le webinaire. Merci, Laurie. J'aime beaucoup suivre un leader communautaire qui parle de leur bon travail. Et on a parlé de la fatigue de Zoom. J'ai eu quelques réunions sur Zoom. Donc, je vais essayer d'encourager les gens de se bouger un peu, de se déplacer. Si je peux, peut-être que je pourrais vous perdre. Il y a 3 thématiques que je voulais identifier.
Donc, j'essaie de voir quels sont les messages principaux. J'essaie de continuer avec ce que j'ai entendu de Laurie et la discussion avec Simon. Tout d'abord, les gens des Premières Nations. Et on parle, et ils parlent de leur communauté. Comme Janet Smiley. J'ai des grands liens dans les prairies quand je voyage de la Saskatchewan à Toronto. Donc, on est bien vivant. Et je pense que Laurie l'a dit, à 85%. Donc, la majorité des Premières Nations et des Métis vivent dans les villes. Et il y a plus d'Inuits qui vivent dans les villes. C'est une réalité qui se fait masquer sur une base quotidienne. Et je pense que la COVID nous a présenté une occasion pour questionner ou mettre au défi cette réalité. Oui, on est bien vivant. Il y a des gens qui sont ici depuis longtemps. Et on a parlé plus tôt, Laurie, de parler comment les Métis ont aidé à bâtir quelques villes dans les prairies. Ma famille est arrivée à Saskatoon aux années 30. Il y a d'autres personnes aussi sur la ligne qui ont eu des euh, des membres de leur famille qui ont aidé à fonder d'autres villes. Et aussi la parenté des Premières Nations. Et oui, la loi sur les Indiens l'a contrôlée. Il y avait l'agent aussi. Et c'est on entend en Ontario, on voit de grandes richesses au niveau de la richesse à Toronto. Et aussi, il y a un grand défi social et de la présomption que, oui, les gens ont réussi parce qu'ils sont allés en ville, mais quand on fait la collecte de données entre eux, qu'il y a beaucoup de difficultés, on essaie de le souligner. Donc, on parle juste pour dire qu'on est ici et qu'on va continuer à être ici après la COVID, mais il faut juste questionner cette dichotomie. Oui, nous avons subi l'impact de la COVID. Oui, les Autochtones, les Métis, les Inuits qui vivent en milieu urbain ont subi l'impact de la COVID. Et je le sais parce que je travaille dans certains centres qui traitaient les gens pour la COVID à travers le pays. Et à Toronto aussi, plus tôt, nous avons reconnu que les gens qui n'avaient pas d'abri ou de logement, ils avaient besoin d'une place pour s'isoler pendant qu'ils attendaient les résultats des tests de dépistage. Donc, dans mon rôle clinique, je travaille avec les abris qui étaient ouverts à Toronto en avril, mai, juin. Et nous savons aussi qu'il y a un grand nombre euh, euh, un trop grand nombre, une trop grande portion des Autochtones et des Inuits qui sont dans cette situation. On voit les chiffres officiels du gouvernement avec les taux à la première vague de Toronto. On a connu beaucoup de gens qui ont attrapé le COVID et été hospitalisés ou qui ont été euh, qui sont morts de la COVID, mais qui ne se trouvaient pas sur le rapport parce que ce n'était pas mentionné ou ce n'était pas basé sur leur lieu de résidence. Et nous avons un système de données absurde aussi au fédéral qui nous met dans des compartiments ou des sections. C'est vraiment différent de notre identité de nation distincte en tant qu'Autochtones, Métis et Inuits. Et par la diversité qui marche avec tous ces groupes généraux. Donc, quand je mets au défi la façon dont certains silos nous ont été imposés par les choses comme la loi sur les Indiens, et il y a des nations distinctes aussi qui s'identifient, mais c'est absurde de voir ce système de surveillance en santé qui suit qui a des idées
imposer de l'externe. Donc, c'est bien d'aller sur Zoom le soir pour brasser les choses. La dernière thématique que j'aimerais aborder, que je trouve être la plus importante, c'est nous avons beaucoup de réseaux dans les villes. Et nous sommes adaptables aussi. Donc, cette deuxième vague, à Toronto, on est dans la deuxième vague maintenant. On a fait un autre webinaire et on voit que les chiffres avec les graphiques, voir combien de cas de COVID il y a. Donc, et ça va être difficile. Peut-être des gens, pas tout le monde. Il y a des gens qui avaient un peu de viande séchée dans le garde-manger, mais maintenant, il n'y en a plus et ça va faire mal économiquement et ça va être l'hiver aussi. Il faut être fort, mais nous avons des réseaux. Nous avons maintenu des réseaux dans les villes. Ce que je comprends, c'est que la racine de toutes les communautés ont eu l'occasion, ou ils ont eu l'occasion d'être présentés dans nos relations entre nous avec la Terre et ces choses-là. Donc, ce sont des activités qui fonctionnent bien. Donc, j'aime bien ce modèle de la base que nous avons bâti. On a parlé des modèles de la base aussi qui fonctionnent au mois de mai. Il y avait une discussion. Ils m'ont nommé pour régler tous ces problèmes de données. Mais non, les centres d'amitié les ont réglés. Laurie a les données, elle a utilisé son gros bon sens. On a utilisé les réseaux sociaux aussi qui sont basés sur la confiance et le soutien réciproque que le mouvement des centres d'amitié a développé. Ils ont demandé comment vous le faites. Et il y a longtemps, on aurait pu se rassembler dans des plus grands rassemblements communautaires. Il y a des femmes qui se seraient rassemblées après avoir fait des visites pour dire comment ça s'est passé. Et il y a le membre de la famille qui était dans une communauté éloignée et vous voyez une ou deux fois par année. Et oui, c'était difficile ou tel avait des difficultés. Voici notre façon de vérifier. Maintenant, il y a des sondages sur papier ou des fois électroniques et d'après ce que j'ai compris, elle l'a fait 3 fois. Et c'est un système tellement valide qui a tellement de valeur et ça résonne dans nos façons de vérifier avec que le travail se fasse. Et il y a des surprises ici. Oui, le plus grand préoccupation, c'est économique. J'ai moins peur de l'attraper que des autres répercussions. Je pourrais parler un peu des données après avoir envoyé ces 3 messages. Ne vous endormez pas pour cette section des données. Non, 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 je suis une geek des données aussi. C'est bien d'être des geeks des données et je voulais monter. J'aimerais travailler avec d'autres pour former beaucoup d'autres gens des Inuits, des Premières Nations, des Métis. Et je sais, mais on est sur l'attente jusqu'en mai 2021. Mais on a besoin de plus de cadres, de gens talentueux de notre communauté et de prendre des décisions qui reflètent la réalité parce que vous n'êtes peut-être pas d'accord avec tout ce que je dis, mais je n'ai pas rencontré beaucoup de geeks qui viennent de ces milieux qui sont d'accord avec la loi sur les Indiens et comment il bâtit des silos et pour nous empêcher de circuler. Au début, avant la COVID, quand j'ai appelé Jocelyn Formsma, merci à Lanka d'avoir formé ce partenariat et aussi au réseau pour cette opportunité de partager des informations pour l'infographique. On espère atteindre ou rejoindre
rejoindre tous les membres de notre famille. Et aussi, je l'ai déjà mentionné, oh non, j'étais vraiment préoccupé par cette absence dans le système de données parce que les gens qui me connaissent, moi, je refuse d'accepter le fait que d'habitude, les métis se font exclure. Donc, je ne connais pas d'autres systèmes au Canada ou ailleurs au monde où on exclut des sous-groupes d'une population. On a combien de ça? J'espère que ça va être parti. Après, ça va prendre quelque chose qui remplace la loi sur les Indiens qui respecte les traités. Donc, pour moi, ça n'a pas de sens. Les gens ont parlé des communautés. Si vous parlez des Premières Nations, communautés sur réserve, je les soutiens, mais soyons clairs pour identifier de qui on parle. Et dans les villes, nous avons maintenu ces réseaux, mais souvent, les jeunes ont plus de talent pour ça, mais en Ontario, nous avons étudié comment les Inuits, les Métis aussi suivi. Ça dépend de où vous êtes rendu au pays, mais ça dépend où vous êtes dans une ville comme Toronto. Il y avait beaucoup d'échanges entre les Autochtones, les Premières Nations et les Métis dans les réseaux sociaux. Donc, comment régler ce problème où nous avons des compétences fédérales et provinciales? Et souvent, il y a une présomption dans le monde des données que nous n'avons pas besoin de compter les Premières Nations inuites et métis quand ils vivent dans des villes. Mais plutôt en COVID, dans la COVID, il parlait des 600 médecins qui allaient travailler pour les Premières Nations, donc on a été un peu nerveux. Oh, on a à peu près 70 000 autochtones à Toronto. Il y a quelques autres autochtones, médecins autochtones aussi, et quelques alliés, mais je n'ai pas 600 personnes qui nous aident. C'est difficile aussi. Je ne veux jamais la juridiction et l'autorité des Premières Nations soient questionnées, mais quand on a la conversation, des fois, peuvent le penser. Les gens pensent qu'on est en train de mettre en question les lacunes en infrastructure. Ce n'était vraiment pas mon intention. Je voulais que tout le monde soit inclus de façon positive et d'honorer nos forces partout où on se trouve et comment répondre aux défis. Donc, on essaie d'y travailler un peu. Et d'autres parties du pays ont été très forts. Il y a certaines régions des Premières Nations aussi, parce que l'autre problème, c'est qu'il y a beaucoup de données qui ont été collectées par la province et les territoires et l'Agence de la santé publique du Canada. Donc, j'ai témoigné des régions des Premières Nations. Et le centre de la gouvernance sur l'information sur la santé, ils peuvent traiter aussi, analyser leurs propres données qu'ils ont repris des provinces. Et quand ils ont parlé des informations des Inuits qui vivent dans les régions urbaines. Donc, il y a beaucoup de travail sur la planche. Ici à Toronto, juste pour compléter. Je parle un peu vite pour l'interprète. Je voulais juste parler de certaines choses spécifiques qui se passent parce que Laurie a parlé d'activités qui se passent dans toute la province. Et, vous utilisez des modèles locaux basés sur les centres d'amitié pour les communautés. Donc, dans la première vague, comme je l'ai entendu de Laurie, la première chose qui est arrivée, c'est qu'on en a eu le confinement. Les lignes de vie ont été coupées. Il y a beaucoup de nos services autochtones qui sont restés ouverts et il y a des choses incroyables qui sont arrivées. Donc, il faut soutenir le soutien. Il y avait un téléphone cellulaire. C'est comme il y avait des bébés qui n'avaient pas de couche ou de nourriture. Et les gens
ont dû trouver comment faire de façon avec la distanciation. On laissait des boîtes pour les aînés. Donc les gens travaillaient de longues journées. Et aussi, mais ce qui est bien, c'est que les gens se sont rassemblés aussi. Ils travaillaient ensemble. Il y avait beaucoup d'entraide. Et avec mon travail de clinicien aussi, j'ai pu connecter avec. J'étais à Toronto, mais j'ai pu connecter avec les gens qui, normalement, j'aurais pas pu voir. C'est à Toronto. Il y a Anishinaabe Health qui s'est fait financer. Ils ont établi une unité de guérison mobile, des choses qui arrivent avec les gens dans d'autres zones urbaines. Aussi, l'accès au dépistage était un problème à Toronto. Nos hôpitaux n'étaient pas sécuritaires et ça s'est empiré pendant le COVID. Et nous sommes tous conscients de la mort tragique de Joyce Echequan dans un hôpital de Joliette. C'était incroyable qu'il ait pu filmer ce qui se passait. Il y a beaucoup de gens qui savent que ces incidents arrivent à d'autres personnes, pas juste à Joyce, mais les autres ne l'ont pas filmé et les gens ont peur de rentrer dans les hôpitaux. Je suis content si ce n'est pas le cas où vous restez, mais des membres de ma famille, surtout, qui ont moins de privilèges blancs que moi, ils vont nous appeler pour qu'on vienne les soutenir, qu'ils soient bien traités, traités respectueusement et qu'ils reçoivent les soins auxquels ils ont droit. Une autre chose qui arrive dans les grandes villes en Toronto, aussi dans d'autres grandes villes, il y a des gens qui vivent dans des situations difficiles, sans abri. Ils étaient tellement ingénieux. Ils se campaient dans des places éloignées, plus éloignées, dans des places qui étaient plus difficiles à trouver. Donc, ils ont ouvert l'accès. Une autre chose qui était incroyable à constater, nous avons un groupe de sages-femmes autochtones, Seventh Generation Midwives Toronto. Ils ont eu une ligne d'écoute, Call Auntie, appelez ma tante, appelez Coucoum. Donc, pour les gens qui avaient des questions sur les enjeux reliés à la COVID. D'habitude, je ne fais pas beaucoup de travail clinique, en clinique, mais je suis souvent à la clinique Seven Generations tous les mercredis, donc il y a des gens qui savent qu'ils peuvent me trouver. Donc, lundi, je peux aller voir Shirley au centre, sans rendez-vous. Mais on ne le faisait plus parce qu'on prodiguait les soins de façon virtuelle. Et on a pu travailler, il y avait du travail de rue, d'extension qui s'est fait depuis quelques semaines. On travaille avec la résidence des hommes autochtones en mois d'avril. Il a dit, j'ai un édifice qui devait être loué comme clinique de santé. On pourrait faire un centre de dépistage. C'est que 85% des Premières Nations Inuit à Toronto vivent en dessous de la ligne de la pauvreté. Les gens sont vraiment résilients. Il y a une personne qui vivait dans une maison multigénérationnelle, la génération au milieu, attrape le COVID, mais ils réussissent à protéger l'aîné et les enfants dans un appartement à une chambre. C'est vraiment incroyable. Chickens. Ils avaient la première éclosion aussi. Oups. Donc et la santé publique à Toronto, juste embaucher quelqu'un pour faire le ménage. T'es revenu.
Donc, je parlais de Steve, de comment il a arrêté l'éclosion aussi, réserve, une fois qu'il voulait envoyer les gens pour le dépistage à Toronto, dans les hôpitaux. C'était très difficile, donc on espère qu'en lundi, on espère ouvrir un centre de dépistage spécifique aux Autochtones à Toronto. Et après, on fera nos collectes de données primaires. Donc, on a eu ces projets. Donc, ce sera comme un centre de dépistage pour la COVID. Félicitations. Donc, voici ce qu'on fait. Et je suis content d'entendre Laurie et je demande à Simon s'il y a des questions, Simon, puis aussi à nos participants. Oui, je peux complémenter Laurie. Il y a des questions qui arrivent avec le clavardage. Il y a une chose que je voulais demander à Janet. Il y a beaucoup de parents et des grands-parents aussi. Et on va rassurer les enfants qu'ils ont des messages tout le temps. Et l'anxiété, c'est dans la vie du 21e siècle. Avez-vous des conseils comme quelqu'un qui travaille, une praticienne, quelqu'un qui travaille en communauté? Quels sont les conseils que vous donnerez aux parents, aux grands-parents, aux gens qui s'occupent des autres pour protéger leurs enfants? Il y a 4 saisons de la COVID. Printemps, c'était difficile. L'été, on a eu un peu de répit, mais en automne, on a des couleurs. La COVID est un parent espiègle qui peut être assez méchant aussi. Elle nous montre ses couleurs d'automne. Elle aime sortir quand il y a des grands rassemblements et en hiver. Mais en tant que peuple autochtone, on sait qu'il faut se préparer pour l'automne et l'hiver. Donc, ça peut être difficile, mais on va s'en ressortir une fois. Ça va s'améliorer quand le printemps arrivera. Mais après, il faut vivre avec la COVID pendant 4 saisons. Et ces 4 saisons vont s'améliorer et on espère pouvoir s'en sortir. Et après, on va pouvoir arrêter d'abuser notre terre-mère. Mais une pattern aussi, une échéance. On voit la métaphore de parenté de membres de la famille qui peut être méchant avec nous. Donc, il faut avoir tous les enseignements que nous avons pour vivre avec cette avec membre de la famille aussi. Il y a des choses qui sont difficiles, mais nous avons survécu beaucoup de choses. Donc, c'est comme tout ce qui est difficile, on peut le contrôler avec le protocole. Donc, la distanciation, c'est difficile. Ça, c'est le plus difficile. Quand je suis à un rassemblement familial, je suis avec ma coucoume et je ne peux pas la serrer dans mes bras. Donc, il y a des choses difficiles. Donc, on voit cette tante, cette coucoume ou ce parent une autre fois. Donc, il y a la distanciation sociale. Après, il y a les masques. Il y a toute une industrie de masques. Donc, j'ai mon masque d'Halloween. C'est le bébé Yoda. Et je l'enlève comme ça. Donc, on peut s'amuser avec ça aussi. Et il faut se laver les mains aussi. L'autre élément, c'est de garder nos cercles sociaux aussi réduits que possible. On s'en est parlé au webinaire, donc j'essaie de faire une petite liste. Donc, l'action de grâce, ça s'est bien passé. La première soirée, c'était difficile parce que j'ai un ami avec des enfants, donc il y avait une visite. Et après, c'est difficile. Et les gens qui ont des jeunes enfants, ils le savent. Les jeunes. Et, et ils ne se rappellent pas que je ne peux pas m'asseoir sur les genoux d'Auntie Janet ou je ne peux pas mettre ma main dans le bol à fruits, prendre une bouchée et puis remettre le fruit. Donc, on essaie de garder nos cercles aussi restreints que possible. Oui, on fait des sacrifices pour les bénéfices, pour aider les gens. C'est pour ça qu'on s'en est tiré mieux qu'on pensait. Oui, il y a une période
faut respecter les saisons. C'est un parent. On sait ce dont on a besoin. Ça va être difficile en hiver, mais Laurie a dit qu'il y a des difficultés économiques aussi qui continuent. Donc, une partie, c'est de continuer à militer. Une des choses des choses que nous pouvons faire, on peut avoir la souveraineté sur la santé publique. Donc, avec ce projet, nous pourrons avoir de la souveraineté sur la santé publique. Donc, il faut se rappeler qu'il faut s'aider aussi de façon morale, de façon financière aussi. Il y a un moment où les gens qui ont plus de travail, il faut se rappeler de ceux qui auront des difficultés. Encore une fois, voici où notre réseau social, ça va nous aider. Et j'espère que nos alliés vont respecter leurs promesses et leurs engagements. Bon point. Donc, excellent pour la question. Il y a une question de données qui est sortie de Laurie. Une question qui vient d'Andrea. Est-ce que, le, est-ce que les données, les constats de votre sondage, est-ce qu'ils seront diffusés publiquement? C'est une excellente question. Et nous l'avons discuté à l'interne. Ça va être rendu public une fois qu'on pourrait faire une analyse complète des données. Donc, ce que ça veut dire, c'est que nous avons un excellent chercheur à Winnipeg avec l'Université de Manitoba. Donc, je vais mentionner Chris Campbell s'il est ici. C'est vraiment excellent de travailler avec lui. Il est vraiment basé sur la communauté et il prépare les informations qu'on collecte d'une façon que ça ait du sens, qu'on puisse l'analyser après. Donc, ce qu'on va faire après le troisième tour, après le sondage, nous allons analyser ces données pour être sûr que qu'on pourrait diffuser au public. Nous faisons la collecte de données pour les autres pour s'assurer qu'on fait la bonne chose. Donc, les données ne nous appartiennent pas. Et ce sera vraiment malhonnête envers la communauté si on ne le partageait pas. Et si les gens ont des questions avec d'autres données que nous avons qui peuvent les aider à formuler des réponses et le développement de politique et le développement des relations, on est très content de le soutenir parce que ça va juste aider à soutenir la perspective autochtone en milieu urbain qu'il faut appliquer dorénavant. Absolument. C'est une longue réponse, mais je suis très passionné des données. C'est important. Les données sont les gens. Les tableaux de bord Excel contiennent des gens. Et pour les chercheurs, ils viennent avec une obligation éthique. Il y a beaucoup de chercheurs qui sont ici qui ont pu l'ignorer parce que ce n'est pas évident pour eux, mais on l'a mentionné plus tôt, la formation de nos chercheurs et les geeks des données aussi. C'est dans toute présentation. Nos aînés, les gens les gardiens du savoir, sont toujours curieux. Ils n'excluent jamais une nouvelle façon de voir des choses. Ils vont les questionner, voir où ça pourrait aller et qu'ils peuvent travailler avec, où c'est rendu. Et ça pourrait présenter une question intéressante qui vient de Dr. Carolyn Tate qui demande si les données, ce sont des échantillons de sang de tissu avec comment? Est-ce que les gens, les centres voient ce genre de recherche? Est-ce que les gens sont prêts à fournir des échantillons de sang pour que ces données soient entreposées à l'extérieur de la communauté? Est-ce que c'est une question pour moi ou est-ce que c'est plus une déclaration? Je n'ai pas vraiment des questions. Je sais où elle s'en va avec ça parce que j'ai été formé dans le domaine de la médecine. C'est vraiment
l'accès aux informations, c'est primordial. C'est un enjeu très sensible quand on parle des informations personnelles. C'est tout un ensemble de données. Il faut s'assurer que ça s'accorde avec les bonnes informations et l'accès aux informations privées. Est-ce que je suis prêt que les centres de métier fassent des échantillons de sang et de salive? Non, ça va c'est à l'extérieur du travail qu'on fait, mais ce serait bien de combiner les données de ces recherches avec les données que nous faisons de notre bord. Quand vous parliez de vos aînés, quand on a commencé à faire la collecte des informations, parce que je crois, comme les gens partagent les informations dans un sondage, c'est comme une extension de leur être sacré. Ce sont des observations de comment nous sommes dans le monde. Je passe à nos sages-femmes aussi, quand on a pensé à une étude longitudinale, une façon de penser à comment ça peut fonctionner dans nos communautés. Ce sont nos sages-femmes qui suivaient les gens à travers la vie. D'après ma compréhension de leur rôle, de ma perspective métisse et écrit. Donc, on a commencé un de ces sondages tantôt avec des aînés et des gardiens du savoir pendant quelques jours. Et c'est là qu'ils ont dit, on va faire confiance aux sages-femmes comme gardiennes de ce savoir, comme on fait avec le camp COVID. Les sages-femmes faisaient partie de ces partenaires. Donc, ils nous aident ici. Donc, ça me préoccupe. Quand je vois à quelle vitesse que les choses avancent, et les choses doivent avancer, moi aussi, des fois, ce n'est pas la meilleure façon quand on va trop vite. Plus vite, ce n'est pas toujours meilleur. Je pense que c'est Kerman Jones, le directeur de santé en Ontario. Il y a deux choses dont on a besoin pour la souveraineté des données et des Premières Nations. Et dans ma façon de le voir, c'est les relations de confiance et l'expertise sur le contenu. Voici deux choses dont j'ai pensé après que je l'ai entendu parler. Donc, au moins pour certaines membres des Premières Nations inuites ou métis, dans ma compréhension, ce sont des matériels sacrés et biologiques. Donc, voici l'essence de notre nature sacrée. Donc, c'est quelque chose auquel il faut faire confiance. Il y a des gens qui ne laissent pas traîner leurs cheveux parce que il y a des gens, ils ne font pas confiance. C'est comme c'est une façon de, de donner du pouvoir aux autres. Et quand on donne du pouvoir aux autres, ça prend la confiance. Il faut voir l'expertise aussi. Les gens doivent savoir comment ça se passe quand on vit au milieu local. Ça fait longtemps que je n'ai pas vécu en Saskatchewan, mais il y a beaucoup de gens qui connaissent la région et comment ça se passe quand on y vit. Donc, voici des choses dont nous aurons besoin. Il pourrait y avoir des endroits locaux qui sont vraiment excités, ils sont curieux, ils veulent le savoir. Donc, une autre chose, il y a aussi le bénéfice des sciences génétiques. Je pense c'est surestimé. Oui, ça peut aider, mais des questions de génétique peuvent un peu les régler avec les gens non autochtones. Donc, les choses auxquelles on pourrait bénéficier quand on a des études, faites ça nos matériels génétiques ou sacrés. Je n'en suis pas certain pour l'instant, mais j'aimerais avoir d'autres discussions. On a parlé de l'ADN comme le code de la vie. Et je serais surpris quand on devient plus productif et nerveux autour des gens qui jouent avec ça. Et je ne sais pas si les gens ont vu le film Blood Quantum. C'est un film de zombies.
il y a une contribution autochtone à un beau genre de cinéma. C'est un peu graphique aussi. C'est pas pour les gens qui ont mal au cœur facilement, mais ça dit des choses. Je ne veux pas voler le punch, mais les Autochtones ont été immunisés au virus des zombies et les Blancs deviennent des zombies, des mangeurs de bébés. Des questions pratiques ici. Est-ce que les gens ont besoin d'avoir leur statut d'être dépisté sur le site de Toronto? Donc, non. Donc, vous vous identifiez. Vous êtes Première Nation métisse ou Inuit. On demande aux gens de fixer un rendez-vous ou d'avoir une référence. Mais il y aura quelqu'un à la porte là-bas. Et on ne refusera personne. Il n'y a pas de. Il y a beaucoup de files d'attente ici, mais oui, on le fait juste sur rendez-vous. Mais nous avons une capacité modeste. Donc, on essaie de créer un corridor de préférence pour les Premières Nations, les Métis et les Inuits à Toronto avec l'auto-identification. Il y a des Autochtones à la porte, ce qui pourrait faire monter la barre un peu, où ils peuvent s'identifier dans la communauté. Question? Paul Laurie. Est-ce que vous avez collecté des données sur l'identité autochtone des Métis, des Premières Nations, des Inuits? On a trouvé qu'il y a des défis quand les Autochtones ont mis dans un groupe catégorie pas autochtone. Ils sont mis tous ensemble. La réponse courte, c'est à peu près. Je le dis avec un peu avec un rire en coin, mais quand on essaie d'identifier, d'assurer qu'une approche basée sur la distinction ne doit pas s'appliquer, même s'il faut collecter ces informations pour avoir ces données pour plaider notre cas, présenter notre cas. Il n'est pas important de voir combien de personnes qu'on dessert, c'est plutôt comment on fournit le service. Donc, il faut voir quelles sont nos zones cibles et qui accède à nos services le plus fréquemment et comment de diversifier par un APT quand on parle de nos gouvernements, nos municipalités, nos ministres fédéraux. Oui, nous le faisons, mais on le fait très prudemment. Il y a un élément clé. Ici, il y a une question d'identité qui peut être assez sensible. Donc, nous la collectons. Ce n'est pas obligatoire que les centres d'amitié en fassent un rapport, mais ça pourrait nous aider à formuler et nous positionner avec l'approche basée sur la distinction. Une question. Un commentaire plus concernant la discussion sur un niveau augmenté. Technologie, Makukum me demande comment le son coupe. Avec les téléphones cellulaires. Donc, ils ont demandé, ils ont fait ils ont prôné une présence accrue des technologies. Et pour tout, oui, je sympathise avec tous les aînés qui n'ont pas accès ou qui n'ont pas le savoir. Il y a des grands-mères, des grands-pères. On essaie de les, quand on a essayé d'expliquer comment un téléphone intelligent fonctionne, ces gens, on sait que les défis sont là. Il y a des centres d'amitié qui offrent des espaces virtuels pour leurs aînés. Il y a certaines qui offrent un cours de pointe sur comment utiliser une tablette. Il y a des communautés qui n'ont pas un Wi-Fi ou l'Internet adéquat. Il y a des centres qui offrent le Wi-Fi gratuit. Vous pouvez même aller dans le stationnement. Donc, si vous voulez avoir une discussion sur Zoom ou
Facebook Live, la plupart des centres offrent le Wi-Fi gratuit. Je ne sais pas qui l'offre, mais ça a été soulevé plusieurs préoccupations avec la ségrégation et l'isolement de nos aînés. On est conscient que la capacité de santé mentale peut devenir une grande réalité. Souvent, ce sont les gens les plus résilients et les plus fiers et qui vont s'occuper de tous les autres, mais pas d'eux-mêmes. Donc, nous l'avons reconnu et on essaie toujours de trouver des façons de connecter avec nos aînés. Nous avons une belle structure avec un comité national du Sénat. Donc, nous avons des sénateurs au national. Nous avons nos APT qui ont un sénateur qui est à la table. C'est là. On s'appuierait sur eux pour avoir la voix de nos aînés et d'assurer la pérennité de nos programmes aussi, la pertinence aussi. Oui, on les comprend, on sympathise et aussi on est conscient du risque à la capacité en santé mentale. Il y a une opportunité pour aborder les disparités dans l'accès à la bande passante et à l'infrastructure, surtout s'il faut faire rouler l'économie. Il y a aussi les enfants qui, à l'école aussi, des places en Ontario, au Québec, où les écoles se font fermer. Donc, il y a deux poids, deux mesures reliées à la classe et au niveau économique. Et souvent, les Premières Nations, les Inuits et les Métis se trouvent dans cette situation. Des fois, c'est impossible pour eux d'avoir la bande passante. Je sais que les Six Nations, par exemple, pendant le confinement, il n'y avait pas une bande passante adéquate dans beaucoup de places. Et ici à Toronto, même maintenant, il y a des enfants qui vont à l'école en personne et il y en a d'autres qui peuvent travailler en ligne, mais ce n'est pas un choix pour tous les enfants. Donc j'essaie juste on essaie. Il faut vraiment insister ou soutenir les besoins pour la bande passante. Et mon partenaire a passé du temps avec un aîné pour leur montrer comment faire une rencontre Zoom. Donc, ça pourrait être une nouvelle opportunité pour les liens entre les jeunes et les aînés. On pourrait voir comment euh, euh, nettoyer ou purifier la tablette qui se fait passer. Mais il y a une occasion pour faire l'échange de savoir. Je pensais que je comprenais la technologie, mais ça m'a dépassé un peu. Aussi à Toronto, plutôt dans la première vague, il y avait des philanthropes qui donnaient des téléphones cellulaires. C'était très important pour les gens qui se promenaient et qui étaient isolés. Pendant la deuxième vague, les gens sont fatigués, mais on va voir ce qu'on peut faire pour avoir la technologie dans les mains des gens, pour penser au programme. On peut bâtir sur les forces de certains de nos jeunes qui sont forts en technologie. Ils sont peut-être gênés d'aller parler avec les aînés, mais ils pourraient avoir du travail à temps partiel, peut-être, juste pour connecter les aînés. Je conduisais des aînés à Nouvelle-Zélande. On était 2 jours, on sortait des cellphones, on sortait là, son téléphone, il y avait plein de messages. Je dis, qui t'appelait? C'est mes petits-enfants. C'était un vieux téléphone dans ma tête. Je dis, ah, il connecte avec ses petits-enfants. C'était un engagement traditionnel par une moyenne moderne, une nouvelle technologie. Et il a très bien accepté. C'est une question de données avec la COVID-19. Les mesures, euh, les, les emplacements centres. Comment avez-vous fait pour collecter des données en Saskatchewan? On a utilisé des sondages pour l'impact relié à la COVID parce que les informations étaient faites en personne
On a fait un travail d'extension en communautaire pour avoir des informations pertinentes aux communautés. On voulait être dans la communauté, on posait cette question. Malheureusement, suite à la COVID, à cause de la COVID, on ne pouvait pas se déplacer. Il y avait des politiques qui ne permettent pas les déplacements. Donc, tout ce qu'on fait par les sondages, et honnêtement, on s'assure qu'on appelle nos centres d'amitié au moins une fois par semaine, juste pour le confirmer. Et c'est un monde solitaire, on sait ça, de solitude. On essaie de se l'approprier comme PT. On veut enlever le fardeau des centres d'amitié. On ne veut pas que les centres d'amitié aient à faire tous les sondages, d'aller voir tous nos bailleurs de fonds et les faiseurs de politique. C'est notre travail. On n'est pas là sur le terrain. Notre travail est là pour les soutenir au niveau de la base. C'est notre rôle. J'ai oublié la question. Désolé. C'était pour la collection des données. Je pense que tu as répondu. J'aime beaucoup ça que les gens s'intéressent aux données. On arrive à la fin de notre temps. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Des mots de la fin. Merci tout le monde. Je ne sais pas si l'image est gelée, mais merci pour votre temps. Restez en sécurité, restez en santé et n'oubliez pas que ça va tout passer. Et oui, aussi, je le répète aussi, je suis d'accord. Merci d'avoir pris cette occasion de nous écouter, de nous parler. J'aime parler du travail qu'on fait. Et si on va continuer les discussions, ça me ferait un grand plaisir d'aider à les faciliter. Et c'est bien de remercier Laurie et Simon. Et aussi, merci à Robert aussi qui fait la traduction. Et aussi Well Living House, Sam, Erica, aussi Flora et son équipe à leur centre de coordination, d'avoir rendu les choses si faciles pour nous. Restez en sécurité. Et les anciennes façons fonctionnent encore. Merci tout le monde d'y assister. Merci, Dr. Janet Smiley et Laurie Bouvier. Bonne nuit tout le monde. Au revoir.